Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. God Save the King. Bonjour Pascal, vous écoutez Pascal Praud jusqu'à 13h sur Europe 1. Bonjour Géraldine, God Save the King, et nous sommes avec Bertrand Dekers, qui est journaliste, chroniqueur royal. Vous êtes venu avec un petit drapeau. Un drapeau en l'honneur du roi. Bonjour Pascal. Bien bonjour sûr, parce que les Français ont quand même un attachement, sinon au roi, du moins à la monarchie, une sorte de regret éternel ou d'avoir coupé peut-être la tête au roi Louis XVI, et vénère la famille d'Angleterre, en tout cas la vénérait Élisabeth II, et l'an passé, au moment des obsèques, c'était il y a pile un an d'ailleurs, j'ai envie de dire que la France avait regardé cela méduser, ces obsèques et cette pompe royale durant plusieurs jours. Absolument 4 milliards de téléspectateurs réunis devant la BBC le 19 septembre 2022. C'était il y a tout juste un an. En effet, c'est des records historiques. Aucune Coupe du Monde de football, de rugby ou que sais-je encore n'a réussi ce pari totalement fou. On a même craint à un moment, je me souviens, que les réseaux pètent, que les câbles ne puissent pas diffuser cette cérémonie, tant il y a eu on estime qu'une personne, un individu sur deux, aux quatre coins du globe, a vu cette cérémonie. Alors, est-ce que les Français sont touchés, intéressés, ou au contraire, sont-ils à l'écart de cette visite de 3 jours ? On va les interroger, parce qu'on va être avec Elisabeth, par exemple. Bonjour Elisabeth, la bien nommée Elisabeth. Bonjour, avec un Z ou avec un S ? Non, avec un S. Donc, alors que la reine Elisabeth, avec évidemment. Un Z, alors, anglaise. avec un Oui, Z. mais je ne suis pas anglaise, je suis à moitié italienne. Alors moi, j'ai mis un S. Bon, Enfin, est-ce que vous êtes intéressé ? Parce que je regardais les images de 1972, lorsque la reine était venue, accueillie par Georges Pompidou. Tous les Parisiens étaient dans la rue. En tout cas, beaucoup de Parisiens avaient accompagné. C'était en mai 1972. Et peut-être à l'époque, y avait-il davantage ou de naïveté, ou de légèreté, ou d'attrait pour la couronne ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe de la même manière ? Est-ce qu'il y aura beaucoup de Parisiens dehors pour accueillir le roi ? Je ne sais pas, parce que la société actuelle n'est pas la même. Bon, cette visite, c'est pas essentiel, mais ça nous donne un peu de légèreté quand même dans notre actualité. Alors, y aura-t-il autant de monde ? Je ne sais pas. Mais je pense que beaucoup de Français vont regarder. Vont regarder, sont obligés. C'est la tradition en France. Et puis un peu de alors bien sûr, vous allez avoir des mauvaises langues qui vont dire ça coûte cher, mais un peu de faste, c'est cher, c'est un coût. Mais avec le roi d'Angleterre, c'est une tradition depuis un siècle et demi. On peut pas faire autrement. C'est la première fois qu'il vient en France en tant que roi, et il est venu de nombreuses fois. Et la reine Victoria, bien sûr, lui, c'est la première fois, ça va être un test d'ailleurs. Et même pour son épouse. Alors là, on va être très dur avec elle, je pense. Pourquoi ? Avec son épouse. Mais pourquoi vous dire on va être qui on ? Les Français, enfin moi. Pourquoi vous n'aimez pas Camilla ? Non. Mais oui, non, mais pourquoi vous n'aimez pas Camilla ? D'abord, pourquoi je l'aime pas ? D'abord, elle est pas jolie. Oh non. Non, mais elles c'est sont pas embellies, ça. je trouve. Non, mais elle est pas jolie. C'est pas une raison quand même. On déteste pas quelqu'un parce qu'il n'est pas joli. Non. Mais pour même, elle serait pas jolie. Bon, je l'aimerais quand même, mais quand même, faut pas exagérer. Bon, elle a mis. Non. J'aime pas son attitude vis-à-vis de. Vous connaissez son histoire. Donc, oui. Vous voulez dire qu'elle a intrigué en même temps qu'il était marié. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Parce que avant, pendant et après. Alors. Elle l'aimait. C'est le grand amour. Bertrand Dekers. D'abord Camilla, au-delà de. Elle l'aimait, alors ça veut dire dans ce cas-là que Charles était un lâche. Oui, ça c'est là. quelque chose qui peut arriver parfois chez les garçons et les hommes. Mais Bertrand Dekers, est-ce qu'aujourd'hui l'image de Camilla au Royaume-Uni, elle a longtemps été effectivement mal aimée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? Je ne vous cache pas que ça reste difficile. C'est pas l'aura de Diana, ça ne sera jamais l'aura de Diana. Mais en tout cas, tout comme Charles III, vous savez, on dit que le costume fait l'homme, la fonction. Eh bien, c'est le cas aussi pour Camilla, puisque au moment où il est couronné, il est à 40% des sondages positifs, Charles III, au moment du couronnement. Et là, on est à plus de 60%. Alors, c'est pas Élisabeth II qui caracolait à 90%, on est d'accord. Mais aussi bien Charles que Camilla sont
sont en train de se refaire une image. Alors il est vrai que Camilla traîne et traînera toujours derrière elle comme un boulet ce naufrage d'Ayana pour lequel on va fustiger Camilla et on va dire de toute façon tout ça c'est de ta faute à toi parce que c'est toi qui as intrigué pour amener Charles, ce qui n'est pas vrai du tout. Si on prend un petit peu la peine de regarder la chose, c'est surtout Charles qui a couru après Camilla. Et on sait très bien que Camilla, la pauvre, ai-je envie de dire, parce que je vous assure que à l'heure actuelle, au sein du clan Windsor, cette galaxie à part, cette galaxie parmi les plus rutillantes et les plus fascinantes du monde, elle est la seule à ne pas avoir voulu le job. Elle est la seule à avoir tout fait pour freiner des quatre fers en disant « ce métier-là, je n'en veux pas. Il est insupportable. » Elle l'a fait par amour pour Charles III. Si on voulait faire le bilan de l'année Charles III, qu'est-ce qui aura marqué, selon vous, son début de règne? Évidemment, le couronnement qui a été quand même cette cérémonie qu'on n'avait plus connue depuis 70 ans, incroyable, pour un homme de 74 ans qu'il avait déjà. Je suis d'accord avec vous, mais tous les deux dans le petit carrosse en train d'attendre sous la pluie, je trouvais que c'était pas glamour. Mais bon. Moi, j'ai trouvé que ça montrait à quel point le métier est impossible, Pascal. Il était écrasé par le poids de la tribu. Est-ce que vous vous imaginez qu'il a dû attendre 74 ans pour exercer son métier? Est-ce que vous vous imaginez à nouveau que 2 milliards de téléspectateurs attendaient que la couronne tombe? Parce que c'était un peu ce qu'on attendait pour Charles III. Oui, on attendait le couac en tout cas. On attendait que quelque chose se passe. Il y a eu sur lui une pression tombe au sens incroyable. C'est-à-dire celle qu'il avait sur la tête. 2 kg de 100 grammes pour lesquels il a dû muscler ses cervicales quand même. Donc voilà, c'était physiquement très dur pour métier, lui. Effectivement, le roi, faut muscler les cervicales c'est l'image que pour je garde. avoir... Mais si on s'arrête 2 secondes sur un chiffre, 161 engagements en une année de règne, ce qui veut donc dire que c'est plus ou moins ce que faisait Élisabeth II durant les 4-5 dernières années de sa vie, puisqu'elle était vieillissante. C'est-à-dire que Charles III est un roi qui travaille. Bon, quand il va être à Paris, il dort à l'ambassade de Grande-Bretagne? L'ancienne hôtel de Béthune-Charot, vous savez, c'était cet hôtel... Qui est une des plus belles ambassades de Paris, sublime. Avec un jardin absolument sublime, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré. 39, alors que le palais est au 55. C'est l'ancien hôtel particulier de Pauline Borghese, qui était la sœur préférée de Napoléon. Et alors on dit, Pascal, petite anecdote, parce que je sais que les auditeurs aiment ça, c'est la salle de bain qui est incroyable. Elle est au premier étage, ils devaient occuper une suite de 2 chambres et une salle de bain. On l'appelle la salle de bain du prince Eugène. Elle est dans un style empire incroyable, les mosaïques sont à tomber par terre et les robinets sont en colle de cygne. Bon, Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Est-ce que ça vous passionne, cette actualité royale? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Voilà. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que je pense sincèrement, c'est qu'une fois de plus, ça ne fait que prouver la déconnexion qu'il y a entre nos politiques et nous, le peuple. Mais voilà. Pourquoi vous dites ça? Parce que regardez le cinéma, combien ça nous coûte, alors que vous avez, je ne sais pas combien de pourcentage de la population française qui vit en dessous des seuils de pauvreté en travaillant. Nous n'arrivons pas à payer nos factures. Certaines personnes. Oui, mais c'est le prestige de la France, quand même. Je veux dire, à l'aune de ça, on ne reçoit plus personne et on ne fait plus rien. Oui, on ne fait pas les Jeux Olympiques, on ne fait rien. Oui, les Jeux Olympiques, monsieur, dites-moi, j'habite Ferrières-la-Grande. Combien de petits ouvriers iront aux Jeux Olympiques à Paris? Aucun. Ça fait travailler des entreprises, ça crée des investissements qui... Ah non, dites pas rien du tout, ça crée des investissements qui perdureront après les Jeux. Mais revenons sur Charles. Revenons sur Charles. Quand je vois qu'est-ce que ça nous coûte, désolé, c'est une fois de plus, comme vous parlez du prestige de la France, effectivement, nos politiques, nos bobos, les grandes villes, eux, croient toujours que nous sommes toujours un pays riche, verdoyant, que tout est bon, tout est bien, tout est... Oui, par rapport à leur salaire et par rapport à leur vie. Mais combien de la population française vivent mal? Bon, vous-même, par exemple, qu'est-ce que vous trouvez que vous vivez mal aujourd'hui, Frédéric? Mais bien sûr, et même encore, moi je m'en sors bien. Et quand je vois vous êtes salarié? Oui, je suis salarié, alors je suis chômeur depuis 2 mois. Vous êtes chômeur. Est-ce que je peux vous demander la profession que... Boucher. Mais paraît-il qu'on en cherche des bouchers partout. Vous rigolez. Dites pas, vous rigolez. Je vous dis, vous rigolez. Moi, je connais plein de bouchers qui disent je trouve pas de boucher. Vous êtes où? Moi, j'ai mon collègue qui a 57 ans, qui a 40 ans de boucherie derrière, qui a été licencié pratiquement en même temps que moi. Il a postulé, on ne prend pas, on ne trouve pas. Parce que par rapport à son ancienneté, par rapport à ses capacités de travail, il faudrait le payer trop cher. Il préfère payer un gamin à 1 300 €, ça leur coûte moins cher. Ça, c'est possible. En revanche, ça, je l'entends aussi. Mais Frédéric, vous êtes au chômage aujourd'hui. Vous êtes dans quelle région de France? Depuis 2 mois, je précise. Depuis 2 mois. Vous êtes dans quelle région de France? Dans le Nord, à Ferrières-la-Grande. D'accord. Et votre dernier poste, vous gagnez combien comme boucher? 1400. Bon, 1400 €. Les heures supplémentaires non payées. Et vous pensez que vous n'allez pas retrouver prochainement une place de boucher? Je suis en retraite maintenant dans 1 an et demi.
Oui, Voilà, donc effectivement, les choses... Et vous avez calculé votre retraite ? Oh Dieu, moi j'ose même pas. Je n'ose même plus calculer. On n'est plus capable de dire quoi que ce soit. Vous avez vu l'électricité? Vous avez vu le gaz? Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est pourquoi je veux... Est-ce que vous n'avez pas intérêt à continuer de travailler ou est-ce que vous êtes... Bien sûr, mais bien sûr, mais je vais devoir recréer une formation. Mais maintenant, Pôle emploi, quand on leur demande une formation à 59 ans, ils ne donnent pas de formation. Ça leur coûterait trop cher. Ça nous éloigne évidemment de Charles III, mais c'est toujours pareil. À l'aune de votre vie, vous voyez effectivement le dîner d'État ce soir avec du homard bleu, des tourteaux de casier avec un voile d'amande fraîche chez Mancoq, vous voyez de la volaille de Bresse, vous voyez cet argent-là et vous vous dites c'est pas convenable. Mais par rapport à votre situation... Non, pas par rapport à moi. Moi, comme je vous dis, encore, je suis chanceux. Voilà, parce que j'ai travaillé, je me suis payé ma petite maison, j'arrivais toujours à me démerder. Mais quand je vois le nombre de gens qui travaillent et qui crèvent de faim, moi, c'est pour eux que j'ai mal au cœur pour ces gens-là. Mais oui, mais vous savez bien que c'est pas les vases communicants, c'est pas parce que Charles III ne deviendra pas que ces gens-là iront mieux. Mais on marque une pause. On marque une pause. On est avec Frédéric et Bertrand Deckers. Vous voyez, Bertrand, forcément, il y a quelques oppositions, toujours un peu démago, ce que dit évidemment Frédéric. Vous pourrez répondre tout à l'heure, un peu démago sans doute, mais c'est vrai que c'est un discours qui existe dans l'opinion. Je salue notre petite troupe avec DJ Fab qui est là, qui pour le moment n'a pas été... et j'avais un morceau spécial pour notre boucher. Les meilleurs morceaux d'Abba. Alors ça, pas venir, celle-là. Je lui avais dit de pas la faire, hein. Il m'a pas écouté. Donc je salue également notre ami Monsieur Boubouk. Bonjour à tous, bonjour messieurs Deckers. Bonjour. Qui tel Charles III peut attendre également longtemps que les places se libèrent. Tout va bien? C'est-à-dire Tout va bien, Monsieur Boubouk? Oui, sinon tout va bien, oui, bien sûr. Toujours pas de nouvelles de notre ami? Notre ami. Ah non, notre ancien ami. Mais non, je ne sais pas où il est. C'est quand même fou, je le cherche partout. Ça, c'est pas possible. Oui. Bon, il est 11h15, à tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. Et sur Europe 1, dans Pascal Praud et vous, on parle du King Charles III, Charles III, qui est en France. Mais je crois que vous maîtrisez plutôt bien l'anglais. Yes, I do. Et parce que vous êtes peut-être professeur. Je l'ai été dans une autre vie. I was an English teacher. Yes. Ah. Moi, j'ai pas toujours été très bon en anglais. On peut peut-être souligner que Charles III parle, comme sa mère, parfaitement le français. C'est vrai, vous savez, Élisabeth II, on disait qu'avec Philippe, qui avait étudié à Saint-Cloud, le prince Philippe, lorsqu'il était jeune, eh bien, le français, c'était la langue des disputes. Lorsqu'ils avaient quelque chose à se dire, pour ne pas que le personnel comprenne, ils se parlaient en français. Eh bien, Charles III maîtrise un peu moins le français que sa mère, qui le parlait divinement, mais le maîtrise quand même très très bien. Et Camilla a étudié également à Paris pendant quelques mois. Alors que le prince William ne parle pas du tout Kate anglais. Non plus, Harry non plus, Meghan, n'en parlons même pas. Ce qui veut dire, la nouvelle génération, en effet, sera moins francophile. Frédéric qui est avec nous. Et puis peut-être la nouvelle génération, je pense que William, Paris est associé à la mort de sa mère et sans doute n'a-t-il pas envie d'être régulièrement à Paris. On dit d'ailleurs que les Windsor aiment la France, mais peut-être à l'exception de Paris, peut-être. Oui, parce que vous savez, certes, il y a Diana, 97, le Pont-Alma, mais surtout, il y a aussi la Villa Windsor. Il y a Édouard VIII et Wallis Simpson dans le parc de Boulogne, absolument, qui va être restauré. D'ailleurs, on le souligne et qui sera ouverte au public en permanence l'année prochaine. Eh bien voilà, Paris est associé à cela. Si Édouard VIII avait eu un autre destin, n'avait pas souhaité absolument se marier avec Wallis Simpson, mais là on s'éloigne en fait de l'histoire, eh bien peut-être que Charles ne serait pas roi, peut-être que son histoire aurait été bien différente. Il aurait été plus semblable que à monsieur et madame tout le monde, en quelque sorte, l'histoire de Charles, vous comprenez? Il n'aurait pas eu ce destin bien évidemment extravagant, impossible peut-être. Et Édouard VIII, qui est décédé au début des années 70, et toute la société parisienne venait régulièrement dans le bois de Boulogne, dans ce magnifique... Vraiment, c'est un des plus jolis châteaux. Je ne sais pas si je peux dire château d'ailleurs. Society, absolument. Exactement. Mais vous savez, on dit que, alors, une toute petite parenthèse, 97, ils sont présents, Dodi et Diana. Il va avoir l'accident fatal. Qu'est-ce qu'a prévu Dodi? Il n'aura pas l'occasion de le faire, d'emmener Diana à la Villa Windsor. Il veut proposer à Diana de vivre avec elle et de s'installer à la Villa Windsor. Pourquoi? Une façon d'embêter Charles et Camilla à l'époque et de dire on va faire de toi, Diana, la vraie reine de Paris. Frédéric, qui est donc notre ami Boucher, qui dit... Rebonjour, qui dit ça ne m'intéresse pas et surtout pourquoi dépense-t-on autant d'argent pour accueillir C'est même pas question de ça, M. Praud.
C'est question... Allô? Oui, je vous entends. Oui. Donc c'est question surtout que la France, nos politiques, nos élus, essayent de montrer une image de la France qui n'est pas celle que nous, on voit. Là est le problème. Quand vous les voyez, regardez, je vais donner juste un petit exemple pour faire court. Vous avez vu, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? On est tous d'accord pour dire que c'est une véritable catastrophe. M6, en 3 jours, a créé un concert. Nous avons 100 000 enfants autistes en France qui ne sont pas scolarisés par faute de moyens. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Personne ne fait rien pour eux. Je vous propose d'écouter Jérémy. La France, elle montre toujours une image à l'extérieur, au monde, qui est merveilleuse, mais ce n'est pas l'image que nous, on voit. Nous, on se fait quoi? On se fait taxer, on se fait massacrer, on travaille pour payer, c'est tout, point barre. Je vous propose d'écouter Jérémy Stubbs, parce qu'il est président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris. Il était invité ce matin de Dimitri Pavlenko à 7h10 sur Europe 1. Et il parlait de l'image d'Emmanuel Macron, et elle peut peut-être s'améliorer précisément parce que Charles est présent sur le sol de France. Si vous voulez, l'image du président Macron n'est pas totalement positive, il faut le dire, au Royaume-Uni. En même temps, après ce qu'il avait dit, après la mort de la reine l'année dernière, c'était notre reine à nous tous, ça a redoré un peu son image. Donc recevoir le roi, sous cet angle-là, il peut se faire bien voir outre-Manche. Donc c'est positif pour M. Macron aussi. Il est 11h23, vous êtes sur Europe 1 et nous parlons évidemment de la visite de Charles III, la première visite officielle du roi Charles sur le sol de France. Nous sommes avec Adrien qui est chef d'entreprise et qui est à Londres. Et bonjour Adrien. Bonjour Pascal. Est-ce que les Londoniens se passionnent pour cette visite royale ? Oh, c'est pas l'engouement non plus. Ça déchaîne pas les passions. Bon, c'est présent dans les journaux, puisque c'est quand même une visite officielle du roi, mais c'est pas non plus, c'est pas la folie furieuse à propos de cette visite en France. Bon, comment la France est-elle perçue aujourd'hui, et principalement le chef de l'État ? Comme votre précédent intervenant le mentionnait, c'est vrai que l'image d'Emmanuel Macron n'était pas non plus des plus belles et des très bien perçues. Mais bon, c'est vrai que ça s'améliore un petit peu. Et puis cette visite du roi Charles III va peut-être permettre justement que ça s'améliore un petit peu. Vous êtes chef d'entreprise à Londres, Adrien. Vous êtes non? Oui, c'est ça. Je suis chef d'entreprise depuis combien de temps êtes-vous? Supermarché de produits en France, pour un supermarché en ligne de produits français. Depuis combien de temps vivez-vous à Londres? Ça fait maintenant 18 ans presque. Donc vous avez peut-être un regard sur avant Brexit, après Brexit. Quelle analyse faites-vous? L'analyse, elle est plus qu'acide. C'est une catastrophe, quoi. Le Brexit, c'est tout simplement une catastrophe pour moi et pour beaucoup de gens. Tant en termes, moi, j'importe de la nourriture française. C'est une catastrophe. Ça nous a coûté énormément d'argent en termes de logistique, en termes de paperasse. En termes de praticabilité, c'est une. Pensez que si les Anglais revotaient aujourd'hui, ils ne voteraient pas pour le Brexit ? C'est à peu près sûr à peut-être 120%. C'est intéressant évidemment d'avoir un avis qui n'est qu'un avis bien sûr, mais j'ai le sentiment, Monsieur Dekers, que sur ce sujet il y a souvent consensus, parce qu'on voit ce qui se passe en Angleterre. Le Brexit avait été fait pour protéger les frontières, essentiellement. A priori, ces frontières ne sont pas protégées aujourd'hui, elles le sont plutôt moins qu'avant. Et on dit qu'en effet, si on devait revoter, la chose ne serait pas du tout la même. Et il y aurait déjà de la part du gouvernement des signes de rétropédalage. Il ne serait pas impossible que ce Brexit finirait peut-être, il n'est pas éternel en tout cas, il n'est pas possible qu'ils y mettraient un terme. En tout cas, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent dans ce sens-là. Et c'est aussi pour cela qu'Emmanuel Macron déploie
temps de phase. Si Brexit devait être interrompu, il faut garder de bons rapports quand même avec l'Angleterre qui demeure quand même une très grande puissance mondiale. On rappelle hier que c'est passé un peu inaperçu, mais Emmanuel Macron a reçu au Palais de l'Élysée le président du Parti travailliste. Quand même chez les Anglais, c'est une grande première, cela aussi. Est-ce qu'on sait l'engagement politique de Charles précisément, par exemple sur le Brexit? Est-ce qu'on sait sa position? Oui et non, il ne peut pas. Il ne peut pas prendre position. Voilà. Donc, il est très difficile de faire parler quelqu'un qui ne peut pas prendre la parole. Autant on sait qu'Élisabeth II avait, par ses tenues, en arborant un genre de drapeau un peu, enfin des couleurs en tout cas du drapeau européen, montré quelques signes en tout cas qui montraient qu'elle n'était pas forcément en faveur du Brexit. Et on pense savoir, en effet, pour avoir quelques contacts, que la famille royale n'était pas en faveur de ce Brexit qui complique fortement les choses. Écoutez, merci d'avoir été avec nous sur ce sujet. On va peut-être marquer une pause. Et il y a quelque chose également chez les Anglais de l'ordre de la civilisation, de la bonne éducation. Vous-même devez remarquer ça. Nous sommes des sauvages parfois ici en France. Et il y a une courtoisie en Angleterre, une façon même de s'exprimer au plus haut niveau de vos hommes politiques qu'on aimerait parfois retrouver en France. Alors je ne sais pas si je dis là une image un peu mythifiée ou une image d'Épinal, mais lorsque je vois par exemple ce qui s'est passé dans notre Assemblée nationale toute la saison dernière, il ne me semble pas qu'il y ait ces cris d'oiseaux au Parlement britannique. Absolument. Alors moi, pour la petite parenthèse, je suis belge. Je ne suis pas anglais et issu du royaume de sa gracieuse majesté. Mais il est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il suffit, nous, que l'on prenne l'Eurostar. On fait 2 heures. 2 heures plus tard, on est à Londres. On a l'impression d'être sur une galaxie à part entière. Il y a en effet, vous dites, toutes ces modes incroyables qui sont nées sur le sol anglais. Et en même temps, il y a cette tradition où il y a les mugs d'Élisabeth II, les mugs de Charles III, le palais. Et n'importe quel touriste qui va à Londres, forcément, visite Buckingham Palace. Et vous savez, les Anglais, ils sont très pragmatiques. Ils sont très proches de leurs sous. La crise nous touche, nous Français, mais elle touche aussi encore plus les Anglais. Et pourquoi est-ce qu'ils maintiennent la famille royale? Je vous assure qu'il y a très peu de personnes, il n'y a pas d'opposition quasiment par rapport aux Windsor, parce qu'ils ont compris que les Windsor leur rapportent de l'argent. Ils sont très bankable. C'est une machine à cash, les Windsor. Il suffit qu'il y ait un mariage, une grosse manifestation, et automatiquement, il y a de l'argent qui retombe dans les caisses de l'État. Mais l'éducation anglaise, c'est quelque chose, et elle est agréable. Vous êtes évidemment le plus anglais des Belges, et c'est pour ça que je vous avais associé au Royaume-Uni. Et puis ce pays a dominé le monde au 19e siècle, c'est pas un hasard. L'Angleterre est un grand pays. Europe 1, Pascal Praud. Et le 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour réagir sur l'antenne d'Europe 1. Jusqu'à 13h, vous écoutez Pascal Praud. Madame, monsieur, bonsoir. Dites-moi, comment ça va, monsieur Boubouk? Dites-moi, vous avez été payé récemment? Pourquoi? Non, parce que vous avez maintenant des pulls de marque. Je vois que la maison est belle. Est-ce que vous savez ce que j'ai sous ce pull? Hormis évidemment mes biscottos. Vous savez ce que j'ai dessous? Non, je ne sais pas. Une marinière. Sauf que vous me vannez tellement sur les marinières que j'arrête. Bon, je le dis pour les auditeurs, je ne citerai pas la marque parce que ce n'est pas bien, mais c'est... Non, mais arrêtez, vous allez faire croire que je mets des... Non, mais attendez. C'est pas le pull de Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas le pull de Monsieur Tout-le-Monde. Vous me faites passer. Même Géraldine... C'est un cadeau de la famille, arrêtez, Pascal. Attendez, je reste simple, je mange des gnocchis, arrêtez. C'est vous qui allez faire des cadeaux à votre famille. Il est beau. C'est vous qui allez faire des cadeaux à votre famille. Bon, que nous dit-on sur les réseaux sociaux? Est-ce que les gens sont passionnés par la présence de Charles? Oui, on a beaucoup de commentaires. Non mais sérieusement. Non mais oui, franchement, oui. Non, ça c'est moyenâgeux, ça. C'est la guerre de 100 ans, ça. C'est du Guesclin qui arrive, si vous voulez. C'est Richard Cœur de Lion. C'est la forêt de Sherwood. Ah, ça je connais. Vous connaissez la forêt de Sherwood? Bah oui, Robin des Bois. Ah bon, attendez. Il connaît quelque chose. Bien sûr. Pour Annie, la venue de... Oui, Annie. Pour Annie, la venue de Charles III, je m'en fiche, je crois que c'est pour tout le monde pareil. Non. Flavienne écrit, moi je vais suivre ça attentivement. C'est un événement qui permet de consolider nos relations avec l'Angleterre. On finit avec Marie-France. Je vais regarder. J'aime la reine, j'aime le roi et pour toujours la royauté. Moi, il y a une devise que j'aime beaucoup, c'est Never explain, never complain. Je trouve que c'est formidable. On devrait tous adopter dans nos vies
cette devise qui était la devise de la reine. C'était plus la devise de la reine, c'est pas du tout la devise des Windsor. Oui, on ne se plaint pas, on ne s'explique pas, jamais. Exactement, ça je trouve que c'est pas mal. Never explain, never complain. Ce soir, vous serez à Versailles? Oui, parmi les journalistes accrédités, petite parenthèse, on est nombreux à avoir demandé, peut-être pas avoir obtenu, mais des accréditations. Je vous disais tout à l'heure en off, le New York Times sera présent sur notre territoire pour couvrir des journalistes du Canada. Vous ne dînerez pas, vous n'aurez pas le droit au homard bleu, au compte de... 160 personnes triées sur le volet. Il ne reste plus un seul strapontage. Vous savez qui est là? Alors, pas de liste officielle, mais on attend des personnalités comme Christine Scott Thomas, évidemment, qui est sur notre territoire, qui est une grande représentante. Alors, on pense, par exemple, à Inès de la Fressanche, qui est très proche de Charles III. Ah bon? Oui, voilà, régulièrement, ils se voient, même durant leurs vacances. Oui. On parle de Ken Follett, il est gallois, il serait présent également. Lambert Wilson aurait été approché. Absolument. Smoking pour les hommes. Smoking pour les hommes et robe longue pour les dames. Et on espère, si ce n'est pas que de pie. Dans le temps, c'était que de pie, c'était l'habit, le frac. Voilà, c'est devenu smoking, absolument. Et on espère qu'ils ont répété baisement et révérence qu'il faudra effectuer devant le roi. C'est-à-dire que devant le roi, on fait la révérence. La dame s'incline et fait une révérence, absolument, veillant à garder le dos très très droit et en ne baissant pas la tête. C'est-à-dire qu'on ne s'incline pas entièrement, on ne plonge pas. C'est dommage qu'on ne soit pas à télé, j'aurais demandé autrement à Olivier de mimer la révérence. J'aurais pas su le faire. Mais si, parce que le dos reste droit. C'est pas quelque chose qui n'est pas très facile en robe longue, vous imaginez. Et du côté des hommes, on s'incline, on fait le baise-main, on veille aussi à garder le dos droit. Et la petite subtilité est que la main que la souveraine va vous tendre, que la reine, va vous tendre, à aucun moment, évidemment, vos lèvres ne doivent toucher la peau. On sait que le baise-main... Et votre pouce doit pivoter, on ne s'incline pas devant son pouce, on s'incline devant la main qui vous est tendue. Mais ça, j'ai jamais su, faut pas toucher la main. Évidemment, avec la bouche. Non, tu vas pas lécher la main de la reine. Tu vas pas mettre les micros Moi, sur je la l'ai main. déjà fait et j'ai déposé délicatement. Mais si vous crachez sur la main de la reine d'Angleterre, ça se fait pas. D'abord, c'est pas hygiénique, pardonnez-moi. La vraie question que se posent les spécialistes, c'est quel diadème va arborer Camilla ce soir? Il y en a 16 qui sont à sa disposition dans les coffres du palais de Buckingham et il se dit qu'elle aurait choisi un bandeau Cartier pour faire honneur à la France. Il y en a 3. Mais tous les invités saluent le roi et la reine? Ce n'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et il y aura un petit toast, on sait. Absolument. Emmanuel Macron va lever son verre, absolument. Il va prononcer un discours, d'ailleurs, en l'honneur du roi, dans les 73 mètres de la Galerie des Glaces du château de Versailles. La table en fait 60. Et j'ai vu qu'il n'y avait qu'une table pour que tout le monde soit à la même table. Parce que parfois il peut y avoir, comme dans les mariages, des tables. Absolument, et on a vu. C'est dans la Galerie des Glaces? Galerie des Glaces, 73 mètres, alors que l'office, lui, sera dans la galerie de Haute-Pierre. Pourquoi? Parce que c'est la galerie la plus proche dont le sol n'est pas en plancher. Donc voilà, pour s'assurer qu'on puisse cuisiner un peu dans la galerie des offices. C'est toujours rapide, les dîners officiels, ça ne dure pas 3 heures. Absolument, 1h30 approximativement. Entrée, plat, et on dessert. Danse pas après. Non, 3 chefs triplement étoilés. Le défi est qu'ils mangent chaud. C'est le vrai défi. Puisque Versailles est un vrai dédale et ça n'a pas été construit. Et imaginez que pour pouvoir servir. Moi, j'aimerais bien y aller. Franchement, j'aimerais bien être petite souris. Fastueux. Parce que vous savez, Pascal, ils sortent. C'est formidable d'être invité à un dîner d'apparat. Vous sortez tous les ors que vous avez conservés. Il y a par exemple cette fameuse vaisselle aux oiseaux qui date de 1758, Louis XV. Est-ce que vous vous imaginez tous les souverains depuis ont mangé dedans? On ne la sort jamais. Et on n'a pas le droit de partir avec l'assiette, bien sûr, en souvenir. On va compter les petites assiettes. À l'intérieur, mais on n'a même pas le droit de partir avec l'assiette. Attention à pas la casser non plus. Effectivement, mais c'est vrai que certains doivent, pour un souvenir, doivent partir avec une petite cuillère, des choses comme ça, j'imagine. On dit souvent les petites cuillères, on dit qu'elles sont recomptées, d'ailleurs. Mais quand vous partez avec une cuillère, personne ne va vous fouiller. Si vous partez avec une cuillère, j'imagine que la tentation doit être forte. Simplement, ça s'appelle du vol. Bon, mais écoutez, c'est dommage. Alors vous n'aurez pas le droit de rentrer. Vous serez à l'extérieur. Je serai très très proche. J'espère être dans la cour de marbre. Vous savez qu'il y a vraiment la cour qui est à l'entrée vraiment du château. Mais voilà. Et vous inviterez les gens à votre micro pour venir qu'ils parlent. C'est un peu le but. Un peu interviewer.
savoir si madame a répété sa révérence et monsieur son baise-main. Bon, bah écoutez, c'est vraiment un plaisir et puis c'est toujours passionnant parce qu'au fond, on aime ça. Hein. Il y a une curiosité, on le voit bien, on vous écoute parce que c'est tellement suranné, tellement différent. Alors je comprends notre ami Boucher tout à l'heure qui dit oui, bien sûr, c'est de l'argent et le monde. Ça en coûte, mais ça en rapporte aussi, Pascal. Voilà. Oui, alors nous, on est sans doute favorisés dans nos vies de tous les jours, mais les gens qui souffrent, peut-être prennent-ils ça avec moins de sourire que nous en prenons à l'instant. Il est 11h40 pile, figurez-vous. D'abord, je vous remercie grandement, Bertrand, Merci parce que je vous vois souvent dans nos émissions et c'est toujours un plaisir de vous écouter parce que vous connaissez tout de cette histoire et on vous écouterait des heures durant.